Bien, nous allons commencer. Tout d'abord, merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints ce matin. C'est très courageux de venir entendre des conférences dès 10 heures du matin le dimanche. C'est la deuxième journée de cette 16e édition du Salon maçonnique du livre de Paris, qui, je vous le rappelle, est devenu au fil des années la manifestation culturelle maçonnique la plus importante, puisque nous recevons en 2 jours entre 4000 et 5000 personnes. Aujourd'hui, ce débat va rassembler, j'allais dire, généralement on dit opposer, alors là il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit de rassembler Marie-Claude Kervella, qui est grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, que j'accueille et que je salue, et Édouard Abran, qui est grand maître de la Grande Loge mixte de France. Le thème que nous avons retenu et que nos 2 grands maîtres ont accepté de traiter devant vous, c'est la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps. Alors évidemment, c'est un énoncé qui peut paraître un peu énigmatique, mais il est vrai, et c'est ce qu'on va essayer de montrer, que la franc-maçonnerie entretient avec le temps une relation riche et complexe. Chacun sait que dans leur tenue rituelle, les francs-maçons disent qu'ils commencent leurs travaux à midi, qu'ils les finissent à minuit. Bon, généralement, il n'est pas midi quand ils commencent. Il arrive qu'il soit pas loin de minuit quand ils terminent. Mais en tout cas, le temps est recomposé. Dans leur légende, dans leur symbole, ils font appel à des choses qui sont très anciennes ou qui n'ont même pas de date. On pourrait multiplier les exemples. Est-ce que tout ça interroge, influence le fond de la pratique maçonnique? Voilà un sujet un peu inhabituel et j'espère qu'il va vous intéresser, il va vous retenir. Je remercie donc encore une dernière fois Marie-Claude Kervella et Édouard Abran d'avoir accepté de prendre part à cet exercice. Et je pense que nous allons lancer, non pas les hostilités, mais le débat avec Marie-Claude. Voilà, il y a un micro à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il marche, très bien. Bon, effectivement, d'abord, je voudrais dire que c'est un grand plaisir d'être avec vous et d'avoir répondu à la proposition que vous nous avez faite de réfléchir à la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps. Et effectivement, ce sera, j'en suis certaine, absolument pas des oppositions ou une opposition, mais bien au contraire, nous allons essayer d'être complémentaires dans notre approche et dans nos propos. Je vous propose sur ce sujet, certes très particulier, une approche peut-être également très particulière, je l'espère du moins, en 3 points. Je voudrais tout d'abord vous parler de la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps de l'homme. Je veux dire par là, en fait, voir avec vous ce que c'est qu'une vie de franc-maçon ou de franc-maçonne, en ce qui nous concerne, bien évidemment. Le deuxième point sera donc d'aborder la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps mythique pour expliquer comment, en fait, une femme ou un homme qui entre en maçonnerie arrive à, pendant tout un nombre d'années et parfois toute sa vie, arrive à vivre cette vie. Et cela, à mon sens, c'est grâce effectivement au temps recomposé que nous offre la franc-maçonnerie. Et en troisième point, je vous parlerai de la franc-maçonnerie, rapidement, je vous en parlerai, à l'épreuve du temps historique, en me disant qu'en fait, l'homme franc-maçon, le temps mythique franc-maçon, l'un et l'autre jouent et nous amène maintenant à nous poser la question, qu'en est-il de la franc-maçonnerie aujourd'hui? Est-ce que la franc-maçonnerie, qui a déjà une longue histoire, a toute son actualité et toute sa pertinence de nos jours? Et donc, en fait, comment approcher des gens intéressés par la maçonnerie et leur dire que la franc-maçonnerie, c'est pas une vieille dame, une vieille institution qui n'a plus lieu d'être, mais bien au contraire quelque chose, à mon sens, et bon, c'est ma conclusion, mais tant pis, qui est toujours d'actualité. Alors, la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps de l'homme et, comme je vous le disais, plus exactement de la femme. Et pour illustrer ce point, je vous propose de me suivre à la Grande Loge féminine de France. La plus jeune de nos sœurs a tout juste 20 ans. Elle a été initiée il y a 1 mois. La plus âgée a 104 ans. Et il y a 37 ans qu'elle a été intégrée à la Grande Loge féminine de France. Je dis intégrée parce qu'elle a été initiée dans une autre obédience, à une date que je ne connais pas,
parce que vous imaginez bien que les fichiers à cette époque n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils seront demain, puisque vous savez que nous n'aurons bientôt plus la possibilité d'avoir ce type de fichier. D'un point de vue historique, c'est bien ennuyeux, mais ce n'est pas le sujet. Notre doyenne, donc, a fait tout son chemin de vie avec la franc-maçonnerie. Ce sera peut-être le cas pour notre Benjamin, ce qu'on lui souhaite, car évidemment, toutes celles qui nous rejoignent ne restent pas forcément toute leur vie en maçonnerie, ou du moins chez nous. Celle qui est rentrée à 20 ans est jeune, mais majoritairement, les femmes qui nous rejoignent ont plutôt 45 ans. Autrement dit, comme vous savez, ce qu'on appelle l'âge de la maturité, celui en fait où les femmes ont du temps pour répondre à leurs attentes de recherche spirituelle. Et c'est vrai qu'évidemment, à cette période-là, elles ont plus de temps à la fois d'un point de vue professionnel et familial pour se consacrer à ce qui les intéresse vraiment et à elles-mêmes et leurs recherches. Alors une vie maçonnique, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille et on se rend compte que presque tous, nous vivons des moments d'interrogation, voire des moments de doute, qui sont en fait, je crois qu'il ne faut pas les craindre, ce sont des périodes salutaires parce qu'elles permettent la plupart du temps de réfléchir, de faire un choix et souvent de repartir, j'allais dire, d'un bon pied. Mais notons que, quel que soit l'âge biologique, si l'on peut dire, où on entre en maçonnerie, c'est statistiquement, au bout de périodes assez régulières, je veux dire 3 ans, au bout de 5 ans, puis au bout de 10 ans, que les questions se posent. Ce sont des périodes charnières où les questions arrivent. Alors c'est quelquefois, comme je le disais, un nouveau départ, quelquefois un départ vers une autre obédience, et c'est quand même, cela arrive, ou bien même une démission, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus le temps ou que ce n'est pas véritablement là qu'on a trouvé la voie que l'on cherchait. Alors à l'épreuve du temps qui s'écoule, à l'épreuve de la vie, la franc-maçonnerie, l'institution franc-maçonnerie, doit pouvoir s'adapter aux contraintes des époques. Et c'est un enjeu difficile, très souvent. Je prends un exemple, par exemple, celui de l'assiduité. Et on nous dit souvent que le temps d'aujourd'hui fait que nos sœurs les plus jeunes ont, d'un point de vue de leur vie professionnelle, voire de leurs engagements autres, des contraintes d'horaire, des contraintes personnelles, de déplacement, qui sont peu compatibles avec des habitudes qui datent de très longtemps, et notamment l'assiduité et la régularité aux tenues. C'est sans doute des questions sur lesquelles il faut qu'on se pose, sur lesquelles il faut qu'on se penche, en interne, et qui sont importantes à résoudre. À l'autre bout de la route, on a un phénomène nouveau qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, dû à l'allongement du temps de vie, c'est le problème de nos sœurs aînées. Et je crois qu'une vie de franc-maçon, c'est aussi le souhait pour un grand nombre d'entre elles, voire d'entre nous, bien entendu. Je parle beaucoup au féminin, mais c'est tout aussi valable au masculin. Le souhait de, comme on le dit de façon un peu, de mourir en maçonne. Et c'est de leur part, comme de notre part, une véritable réflexion à mener pour savoir comment on peut adapter, bien sûr, nos contraintes de temps, d'horaire, etc., mais peut-être aussi d'autres points. Je pense notamment aux problèmes financiers, comment on peut l'adapter pour garder avec nous dans les meilleures conditions possibles nos sœurs jusqu'au bout de leur vie. C'est vraiment, à mon sens, un défi à relever. Parce qu'il est vraiment très triste quand on voit qu'à l'épreuve du temps qui passe, nos sœurs voient la maçonnerie s'éloigner et quelquefois même disparaître de leur vie. Alors, si tout cela est possible, si on arrive à faire une partie de sa vie ou toute sa vie avec la franc-maçonnerie, c'est à mon sens parce que la franc-maçonnerie a su, depuis toujours, créer un temps qui est un temps autre. Ce qui explique que des femmes d'âge si différents quand elles rentrent, souvent d'origine sociale, même géographique différente, font chacune à leur rythme et néanmoins ensemble un chemin spirituel et arrivent comme ça ensemble à progresser vers la lumière. C'est en fait que la franc-maçonnerie, société initiatique, crée une autre forme de temps, un temps mythique en quelque sorte. Temps profane, temps sacré. En entrant en franc-maçonnerie, le profane passe du temps ordinaire, celui de sa vie de tous les jours, à un autre temps, ce que l'on appelle un temps sacré. De la même façon, un maçon, en entrant en loge, quitte, comme vous le savez, le temps profane pour un autre temps, le temps sacré. C'est un temps qui est à la fois réversible, renouvelable, créé par les rites, et tout d'abord, et en tout premier lieu, bien sûr, celui de l'initiation.
Le temps sacré a une particularité, c'est celle de réactualiser rituellement les événements. Ainsi, le maçon, quel que soit son âge profane, lorsqu'il passe la porte du temple pour renaître à une vie nouvelle, c'est un premier jour, en quelque sorte. Puis, il parcourt un temps qui, comme l'évoquait tout à l'heure Roger, est rythmé par des temps particuliers. Les âges initiatiques, les saisons, les solstices, les équinoxes, les heures symboliques, bien évidemment, de travail et de repos, lui offrent en fait un espace-temps spécifique, hors de sa vie profane, où il peut totalement se consacrer à son travail maçonnique. Il peut alors se consacrer à la fois, bien sûr, à la construction de son temple intérieur et à celui de l'humanité. Ce temps mythique permet à la franc-maçonnerie d'offrir l'approche de l'universel et la quête de sens que chacun aspire, à laquelle chacun aspire. Du sens de la vie au sens de l'histoire, alors la franc-maçonnerie résiste-t-elle à l'épreuve du temps historique ? Autrement dit, cet ordre initiatique, dont l'origine remonte, on a coutume de le dire, à la nuit des temps, et que nous connaissons sous sa forme moderne depuis quand même environ 3 siècles, cet ordre initiatique est-il toujours d'actualité aujourd'hui ? À l'ère du numérique, ses idéaux, ses méthodes, sont-ils toujours adaptés au monde qui nous entoure et aux attentes de ceux qui sont en recherche ? Pour y répondre, à titre d'exemple, je vais encore me référer à la Grande Loge féminine de France. Vous savez que nous avons célébré l'an dernier nos 70 ans. 70 ans d'une obédience féminine, dont les origines remontent néanmoins beaucoup plus loin, bon, sans aller bien sûr jusqu'aux sociétés initiatiques antiques dont nous sommes les héritières. Bien sûr, les bâtisseurs de cathédrales qui, j'imagine, étaient essentiellement des hommes, mais dont les femmes n'étaient pas quand même néanmoins totalement exclues et qui nous ont légué à la fois leurs noms et leurs outils. Au-delà de ça, nous, Grande Loge féminine de France, nous pouvons dire que nous sommes nés au tout début du XXe siècle, en 1901, avec la création d'une loge, la Nouvelle Jérusalem, loge qui était alors une loge d'adoption souchée sur la Grande Loge féminine de France et qui ensuite est devenue la première loge pas la Grande Loge féminine de France, excusez-moi, la Grande Loge de France. Bon, je m'attribue des choses. Bon, la Grande Loge de France. Et cette loge deviendra ensuite donc la loge numéro 1 de la Grande Loge féminine de France. Bon, après, bien sûr, des moments difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, nos loges, elles étaient 4 à l'époque, ont pu repartir, se reconstituer, créer une union maçonnique féminine de France, puis la Grande Loge féminine de France. Au regard de l'histoire, quelques chiffres pour illustrer la progression. Donc, je vous disais, en 4 loges au milieu du XXe siècle. 1968, 16 loges. 1970, en fait, 2 ans plus tard, on avait déjà doublé le nombre de loges, 32. En 1992, 200 loges et 8000 sœurs. Aujourd'hui, plus de 450 loges et 14 000 sœurs. Mais, comme vous le savez, une loge, c'est un organisme vivant qui, comme tel, croît, grandit, parfois souffre, parfois meurt aussi. Mais heureusement, la vie reprend toujours le dessus et l'expansion se poursuit pour nous dans l'Hexagone et hors Hexagone, mais aussi au-delà de nos frontières. Nous sommes actuellement présentes dans une vingtaine de pays et nous sommes à l'origine de la création d'une dizaine d'obédiences étrangères. D'autres vont suivre. Autant dire que, à notre sens, l'évolution historique montre bien que la franc-maçonnerie attire toujours, malgré le changement d'époque, malgré les changements de vie, attire toujours un nombre, je ne peux pas dire conséquent, mais un nombre réel, un nombre qu'il faut prendre en compte, de femmes qui trouvent dans la façon dont on travaille une réponse à leurs attentes. Je crois que tout ça montre bien que la franc-maçonnerie a un caractère intemporel, universel, et qu'à l'épreuve du temps de l'homme, du temps mythique, du temps historique, elle transmet des valeurs et des outils qui permettent aux femmes et aux hommes, à travers le temps et l'espace, de mieux se connaître grâce à la méthode initiatique, et puis également d'œuvrer dans la cité pour un monde plus juste et plus fraternel.
D'où, par exemple, notre engagement pour une société laïque où les femmes peuvent prendre leur place dans le respect de leurs droits et de leur dignité. D'où également notre engagement pour une société éthique dans le respect de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Pour conclure, je dirais que par ces outils, pour travailler sur soi qu'elle propose, par ses engagements dans ses combats, la franc-maçonnerie est un acteur essentiel qui, nous le voyons, à mon sens, affronte victorieusement l'épreuve du temps. Merci Marie-Claude pour ce propos initial. Alors, Édouard Rembrandt, voilà l'espace de l'existence humaine, le temps mythique, l'épreuve de l'histoire, les grands mots, les grands thèmes sont lancés. Mais quoi encore Cher Roger, chère Marie-Claude, bonjour à toutes et à tous, mes sœurs, mes frères, mes amis, mesdames, messieurs. Eh bien, effectivement, considérer la relation de la franc-maçonnerie au temps, c'est une question très ouverte et qui peut être appréhendée de différentes façons. En tout cas, j'en vois au moins deux. La première, c'est que j'avais assisté un jour, j'ai eu ce privilège d'assister à une conférence d'Étienne Klein, le physicien qui est assez réputé, qui travaille notamment sur le temps. Et Étienne Klein distingue le cours du temps et la flèche du temps. Alors le cours du temps, c'est la succession d'événements qui se sont produits, qui sont consignés. Et la flèche du temps, c'est une autre perspective, c'est la perspective du devenir et de la transformation. Et Marie-Claude a bien évoqué la question du temps maçonnique qui est particulière. Et la question de la transformation de la maçonnerie se pose aussi, et pas seulement à l'échelon individuel et au niveau individuel de ses membres. Est-ce que cette société traditionnelle est amenée ou pas à évoluer? Dans quelle mesure? Sur les injonctions de la société ou pas? Se pose donc la question de la flèche du temps et de la maçonnerie, et se pose également la question, c'est ma deuxième perspective, c'est la maçonnerie à l'épreuve de notre temps, du temps actuel. C'est-à-dire le mot épreuve entendu justement comme l'action de soumettre à une expérience les qualités d'une chose, d'une institution ou d'une personne, afin de faire ressortir, ou pas, les qualités positives de cette chose, de cette institution, de cette personne. C'est ça l'épreuve. Et effectivement, j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est soumise, confrontée à des défis de taille. Alors, le paradoxe dans tout cela, c'est que le temps est perçu traditionnellement par les maçons comme un allié. Il est perçu comme un allié parce que cette flèche du temps, on le voit dans le sens de l'amélioration, du perfectionnement, du travail sur soi, et on se dit que ça ne peut aller que dans la bonne direction. Pour autant, malgré cette aspiration à s'enraciner dans un temps long, peut-être que la franc-maçonnerie pourrait n'être qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, selon une formule de Poincaré qui m'est très chère. Et c'est peut-être à travers ce prisme qu'on peut aussi examiner la franc-maçonnerie à l'épreuve du temps. Le premier, on ne peut pas envisager la relation au temps de la maçonnerie sans sa relation au monde. Marie-Claude l'a déjà abordé très finement. Il y a cette quête de sens, à la fois dans la double acception du terme, c'est-à-dire une signification et une orientation. On rejoint encore la flèche. C'est-à-dire une interrogation sur la condition humaine, sur la notion de devenir, sur le refus d'être assigné à une place donnée aussi, sans pour autant proclamer que l'existence doit congédier le donné. Mais il y a une articulation à faire entre l'existence, ce qu'on construit, et ce qui nous a été donné. Alors cette mise à distance dans la relation au monde, elle s'opère dans l'espace. Dans un temple, elle s'opère par un temps propre à la maçonnerie. Mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, à mon avis, c'est que les maçons ne recherchent pas une autre forme de réalité. Ils n'aspirent pas à un monde qui soit meilleur après le temps actuel. Ils s'intéressent au monde présent, ik et nunc,
comme dit souvent Christiane Vienne, mon ami, ik en nu, c'est-à-dire ici et maintenant. Ce n'est pas la promesse d'une vie après. Donc, ça n'est pas un retrait du monde qui est à l'œuvre. Rimbaud disait « je ne suis pas au monde », ce n'est pas le propos du maçon de ne pas être au monde. Le propos du maçon, c'est de mettre la distance nécessaire pour faire le travail sur soi qui lui permettra d'accéder à l'autonomie et à l'émancipation, pour mieux revenir après dans le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'aspect joyeux, festif, le plaisir, ce qu'on appelle les agapes, c'est quelque chose d'essentiel chez nous, parce qu'il y a un refus des austérités, refus des passions tristes, et volonté de se projeter joyeusement dans un monde que l'on souhaite meilleur. Donc une double quête, au-delà de la quête du sens, une quête finalement classique en philosophie, une quête de bonheur, mais aussi une quête de vérité, une exploration du monde. Alors je ne veux pas revenir sur l'histoire, forcément très longuement sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Il y a un spécialiste ici, et s'il veut nous en toucher quelques mots, il le fera, je pense, avec plaisir. Mais je crois que le XVIIIe siècle, les idéaux du XVIIIe siècle ont leur importance. Parce que le franc-maçon, la franc-maçonnerie, s'est construite, même si après elle s'est abreuvée à d'autres héritages, à d'autres traditions, elle s'est construite dans ce siècle, dans ce contexte incroyable où Voltaire a dit un jour que la face de l'Europe, le visage de l'Europe avait changé en 50 ans. Et Paul Hazard, qui parle de la pensée européenne au XVIIIe siècle, et qui est d'ailleurs cité par Roger Daché, nous dit « Les francs-maçons, ce sont des antisectaires formant une secte ». Bon, on peut être d'accord sur la première partie et puis mettre des réserves sur la seconde. Mais antisectaire, c'est ça qui est effectivement très important, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'émancipation de la religion, et probablement aussi la volonté de trouver de nouveaux principes d'organisation politique, même si Montesquieu au XVIIIe avait vu dans le modèle anglais un modèle qui était quasiment la perfection. Alors, toujours au XVIIIe siècle, Lessing nous dit, voilà, ce sont les maçons, ce sont alors aujourd'hui des hommes et des femmes, à l'époque des hommes essentiellement, qui se groupent sans distinction de nationalité, d'origine, de profession, de croyance. Une association de citoyens du monde, liés par la participation à un secret, et c'est Lessing qui parle, qu'ils ne comprennent pas toujours. Et c'est donc dire l'influence essentielle, à mon sens, qu'a joué cette Europe des Lumières, pas seulement les Lumières françaises, aussi l'Aufklärung, et c'est l'Aufklärung qui nous donne d'ailleurs une définition par Kant des Lumières. C'est la sortie de l'homme de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. Donc l'idée de dépasser notre condition est un ressort fort de l'action des maçons. Alors ces préalables étant faits, j'aimerais, toujours dans la perspective d'examiner la relation au temps, envisager 3 séries d'approches. D'abord, les valeurs et principes, pour mieux mesurer comment la franc-maçonnerie est éprouvée justement par le temps. C'est les valeurs et principes, les écueils, risques, dérives, griefs, reproches, récriminations de notre société actuelle, et puis peut-être les pistes de transformation et d'évolution pour l'avenir. Alors les valeurs et principes, c'est la tradition, la transmission, l'émancipation, la fraternité, l'humanisme, l'amélioration, le bonheur, l'esprit critique, la société initiatique, l'engagement, mais pas l'engagement aveugle, inconsidéré, l'engagement fanatique. C'est l'engagement un petit peu tel que défini par Landsberg, c'est une certaine décision pour une cause imparfaite, c'est-à-dire quelque chose qui laisse de l'ouverture, qui laisse la possibilité de se déterminer librement à tout moment. Et enfin, j'ajouterai l'universalisme et l'utopie. Alors les écueils, les dérives, les risques, les reproches, les griefs, tout ce que vous voudrez,
c'est, face à la tradition et la transmission, le risque de répétition, le risque d'imitation, le risque de reproduction, au sens de Bourdieu, c'est-à-dire de ne pas initier justement de nouvelles séries de conditions. Le risque ou le grief d'isolement, de pratiquer l'entre-soi, justement l'entre-soi issu de ce retrait du monde dont je vous parlais tout à l'heure. Les certitudes, parce que le risque du dogmatisme et de la certitude affecte tout être humain. L'élitisme, qui nous est parfois reproché, l'opacité, les soupçons de la société civile, qui peut parfois nous faire le reproche de conflit d'intérêts. Si nous avons parmi nous des magistrats qui se font régulièrement l'écho d'une image un petit peu négative qu'ils ont au sein de leur profession. Et il y a d'autres professions qui peuvent avoir une image négative. Une image parfois vieillissante ou qualifiée d'obsolète, comme l'a dit Marie-Claude, parfois auprès de la société. Et enfin, les tensions même de notre société, et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à l'œuvre, l'idée qu'il y a une flèche du temps, un progrès, l'idée des Lumières, ces idées-là, aujourd'hui, ne font pas forcément consensus. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde il y a 2 jours, qui veut éteindre des Lumières, qui montre bien que ceux qui étaient autrefois isolés, comme Maistre ou Burke, qui contestaient l'esprit des Lumières, sont aujourd'hui un petit peu plus nombreux par tous horizons. Alors les pistes et remèdes que je suggère, parce que ce sont surtout des interrogations que je souhaite partager avec vous, c'est garder à l'esprit le doute en permanence. Si nous mettons à distance notre propre pensée, que nous examinons nos propres ressorts et que nous doutons de nous-mêmes, nous pouvons continuer à aspirer à la liberté. La méthode, le travail de la méthode, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui nous permet justement de comprendre que la laïcité, ce n'est pas une valeur en soi et que ce n'est pas une religion en soi, mais un principe d'organisation qui permet à la société de débattre de manière pacifique, un peu comme le contradictoire en matière de justice. Alain a cette phrase forte d'ailleurs pour caractériser ce qui est selon lui l'esprit de la laïcité, et la formule est amusante. Il cite Pascal jetant comme un lest par libre jugement son libre jugement. Je jette mon libre jugement. Et ça, dit Alain, c'est le dernier éclair et la pointe de l'esprit laïque. C'est-à-dire que l'esprit laïque, ça n'est pas une doctrine, mais c'est une manière hardie de juger toute doctrine. C'est pareil pour la bioéthique. Le but n'est pas forcément de faire un catalogue de mesures qui sont bonnes ou mauvaises en soi. En revanche, donner une méthode, de nous dire que voilà quels ressorts sont à l'œuvre dans telle approche de tel problème, et peut-être essayer d'avoir une approche plus pragmatique, purgée de considérations dogmatiques ou de certaines idées reçues. L'ouverture, c'est un remède essentiel. Même si nous devons garder à l'esprit qu'une partie de la pensée doit rester cachée, intime, et c'est le sens de notre parcours initiatique, il me semble que la réponse à une partie de ces griefs, c'est aussi d'aller vers l'ouverture. L'exemplarité. L'exemplarité, ça veut dire aussi s'emparer en notre sein de sujets et de débats comme ceux des conflits d'intérêts. Les débats à l'extérieur pour rappeler que la franc-maçonnerie et les francs-maçons ne demandent rien pour eux-mêmes. Ce n'est pas une catégorie. C'est pas une catégorie de la population qui émet des revendications catégorielles. L'innovation, oui, l'innovation, peut-être, et y compris dans nos propres organisations, parce que nos propres organisations sont le reflet, le plus souvent, d'organisations politiques qu'on a vues à l'extérieur, dans nos élections, dans nos façons d'appréhender les relations entre les loges, et puis au sein de ce qu'on appelle une obédience qui regroupe des loges, et qui ont des cultures et des traditions assez différentes. Garder à l'esprit aussi, je crois,
la notion de progrès, pas au sens de progrès technologique, mais au sens de l'évolution de l'humanité, et la mobilisation pour la défense des valeurs. Alors la Grande Loge Mixte de France, en quelques mots, sa particularité, c'est qu'elle est composée, elle est extrêmement diverse dans sa composition, et nous sommes près de 5500, et ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes d'accord sur à peu près rien, en dehors des principes. Mais en même temps, ça nous oblige à débattre, ça nous oblige à nous mettre d'accord, ça nous oblige à discuter. Et puis après tout, pensons à Groucho Marx qui disait « mais j'irai jamais dans un club qui accepte des gens comme moi ». Eh bien, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de rencontrer le même, ou en tout cas l'identique. C'est parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un de différent. C'est aussi, justement, donc, renforcer le lien à l'extérieur et se dire que favoriser tout ce qui nous unit. Alors, ce qui nous unit, c'est évidemment notre collègue, notre voisin, notre compatriote, nos amis, mais aussi l'autre, l'inconnu et l'étranger. Donc, pour revenir à la Grande Loge Mixte de France, nos loges sont très libres dans leur orientation. Nous n'avons pas une vision hiérarchique et pyramidale de notre organisation. Nous voyons plus le Conseil de l'Ordre comme l'obédience comme un catalyseur au service de nos loges et de leur liberté. Pour autant, nous nous inscrivons dans un combat délibérément humaniste et social, en rappelant que l'humanisme ne s'arrête pas à des frontières ou à des grilles, ni même à des grilles de prison. Vous avez sans doute vu le récent débat sur ce chef étoilé qui proposait des repas gastronomiques aux détenus. Je crois que c'était d'une maison d'arrêt à Colmar. Ça a fait beaucoup de polémiques. En guise de conclusion, parce que je crois que le temps qui m'est imparti, le temps s'écoule, hein, c'est le cas de le dire, c'est que en tout état de cause, c'est l'initiatique qui nous guide. Et pour résumer cette initiatique, il y a cette phrase de Lagneau qui nous dit que l'homme, c'est cet espace infini qui échappe sans cesse à lui-même, qui s'échappe sans cesse à lui-même. Ça nous donne toute la mesure de notre parcours initiatique. Ça nous donne aussi la dimension un peu de Sisyphe de ce type de travail. Alors, est-ce que nous sommes condamnés pour autant, parce que je pose beaucoup de questions, je parle du doute, je parle d'hésitation. Est-ce que nous sommes condamnés à être ballottés sans cesse entre toutes ces incertitudes et ces doutes dans notre quête, dans notre recherche? Eh bien, j'ai un petit passage que je vais me permettre de vous lire, qui est extrait du Droit de rêver de Bachelard, qui mobilise Rilke, le poète, et qui dit: et toi, tu lèves les yeux et tu me dis, homme du peuple, ô mon ami, tu n'as pas tenu parole. Tu m'as promis lumière et consolation, et ici, tu nous peins la nuit et la souffrance. Je réplique, homme du peuple, ô mon ami, écoute ma toute petite histoire. Deux âmes solitaires se rencontrent dans le monde. L'une de ces âmes fait entendre des plaintes et implore de l'étrangère une consolation. Et doucement, l'étrangère se penche vers elle et murmure, pour moi aussi, c'est la nuit. Cela n'est-il pas une consolation? Eh bien, c'est peut-être l'idée force. C'est que la franc-maçonnerie, ça n'est pas chacun sa nuit. C'est tout le contraire. Merci Édouard Abran. Alors avant de partager la parole et de demander des questions à ceux et celles qui nous écoutent, en vous entendant, je me disais que vous aviez balayé toutes les valeurs et les implications que la notion de temps peut avoir dans le cadre maçonnique. Il y a un point sur lequel j'aimerais vous interroger. C'est devenu banal de dire que dans la société occidentale, tout s'accélère. Le temps s'accélère. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire bien entendu que les innovations se succèdent à un rythme de plus en plus effréné, ce qui fait d'ailleurs qu'on a parfois un peu de mal à suivre. On a parfois l'impression que le monde va plus vite que nous, qu'on est décalé par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Mais le temps s'accélère aussi parce que nous attendons de plus en plus des résultats proches des actions que nous menons. Nous attendons que les événements que nous essayons de produire se produisent le plus rapidement possible.
Alors, on entend donc deux phrases dans la vie quotidienne des gens. Je n'ai pas le temps et ça ne va pas assez vite. Et ce sont finalement des affirmations un peu contradictoires. Mais c'est un peu le bain culturel dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Alors, est-ce que la franc-maçonnerie trouve son compte dans une société où les gens disent « je n'ai pas le temps », ça veut dire éventuellement « j'ai pas trop de temps à vous consacrer », et ça ne va pas assez vite, c'est-à-dire « je suis dans la maçonnerie, mais je ne vois pas suffisamment rapidement ce que ça m'apporte ». Est-ce que la franc-maçonnerie, quelle peut être sa réponse à cette interrogation qui, je crois, est assez répandue, ou en tout cas à ces contradictions dans lesquelles nos contemporains sont plongés? Alors, à cette question, à ces questions, puisqu'effectivement ce sont des remarques que nous avons souvent, je crois que la réponse qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que la franc-maçonnerie, c'est avant tout un ordre initiatique. Et que si on arrive à transmettre à ceux qui nous rejoignent l'essentiel et la totalité de ce qu'est une initiation, on doit pouvoir avancer et faire comprendre que le temps doit prendre son temps. Et ça, c'est, par rapport à la question qu'on évoque aujourd'hui, je crois vraiment l'essentiel. Bon, nous connaissons tous des profanes qui, en arrivant en maçonnerie, se sentent un peu frustrés par la façon dont nous travaillons, par cette importance que nous donnons au temps du silence, ensuite au temps de la découverte et au temps de l'action, qui sont en fait les trois temps que l'on découvre quand on rentre. Et je crois que c'est vraiment là toute l'importance que l'on peut donner à la transmission maçonnique. L'important, c'est la difficulté. C'est-à-dire que lorsque l'on vient de l'extérieur, c'est sans doute grâce à ce temps mythique que crée la maçonnerie, à ce temps sacré, quelque part, que l'on peut prendre le temps de travailler sur soi et de réfléchir aux choses. C'est vrai que la franc-maçonnerie doit apprendre à prendre le temps nécessaire à faire les choses. C'est long un parcours maçonnique et d'ailleurs on se rend compte qu'il n'est jamais terminé et je pense que plus on avance dans le temps, plus on se dit qu'il y a encore besoin d'énormément de temps pour revenir sur tout celui qu'on a déjà vécu. Et ça me semble très important et c'est sans doute la franc-maçonnerie est sans doute une des sociétés, me semble-t-il, initiatiques qui vraiment, enfin j'en connais pas des tas, mais c'est au moins que je connais un petit peu, qui vraiment nous permet d'avoir ce regard en arrière, qui nous permet d'avancer. Oui, je pense qu'on peut tout à fait avoir du temps, ou en tout cas disposer d'un peu de temps, sans avoir de temps à perdre. Ce sont deux choses un petit peu distinctes. Ce qu'il faut rappeler aussi, par rapport à cette recherche peut-être de résultats, parce qu'on est dans une société qui nous enjoint, notamment professionnellement, mais pas seulement, d'obtenir des résultats. Et quand le résultat ne se matérialise pas ou ne se concrétise pas, il peut y avoir de la frustration. Alors, il y a deux plans, je crois, qu'il faut garder à l'esprit. C'est le plan individuel où les francs-maçons et les francs-maçonnes ont leur rôle individuel de citoyens dans la société et de citoyennes. Et puis, leur véritable action, et là je retourne vers les signes, leur véritable action qui n'est pas forcément très définissable et qui n'est pas non plus, qui ne se concrétise pas nécessairement par quelque chose de spectaculaire ou de forcément visible. Parce que la maçonnerie, c'est une promesse aussi de relation, parce qu'on établit des liens avec tout. C'est sortir de nos prisons, au fond. Mais établir des liens avec tout, ça veut dire aussi établir des liens entre ce qui est visible et ce qui n'est pas forcément visible, ou ce qui n'est pas forcément formulable. Eh bien, ça n'est pas parce que ça n'est pas visible et que ça ne peut pas être formulé que ça n'est pas opérant, que ça n'est pas à l'œuvre. Et la transformation, elle est à l'œuvre, même si elle n'est pas visible. C'est pour ça que ce n'est pas une tradition propre à toutes les obédiences, mais en tout cas, dans les nôtres, nous faisons ce qu'on appelle des planches qui se matérialisent par écrit.
Et ce qui est intéressant dans le travail de l'écrit, c'est que lorsque vous faites un retour sur vous-même, ça peut être 10 ans après, 5 ans après, 3 ans après, ou même 3 semaines après, vous faites un retour sur votre propre pensée, sur votre propre fonctionnement. Et à la limite, vous êtes peut-être plus critique vis-à-vis de vos idées, parce que vos idées, quand elles sont là, dans la ferveur de la discussion, du débat, elles vous sont si familières, si proches, que vous les défendez comme si vous vous défendiez vous-même. Mais quand elles sont couchées sur un papier, on peut prendre de la distance vis-à-vis de nos propres pensées, et on peut, là, faire un travail de transformation et de modification qui peut permettre d'obtenir des résultats. Alors, ça veut dire que chacun va à sa propre vitesse, et puis on ne voit pas toujours forcément les transformations qui sont apparues, mais c'est une piste. Et puis, il faut savoir aussi que chercher, ça ne veut pas dire automatiquement que l'on sait ce que l'on cherche. Sinon, peut-être qu'on l'aurait déjà trouvé. Et en tout cas, et là je m'exprime à titre personnel, ce qui m'a toujours attiré en maçonnerie et ce qui me stimule de manière extraordinaire, c'est l'image d'un horizon qui se déploie. Vous avez des grilles qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Vous cherchez à ordonner le monde, mais le monde est beaucoup plus complexe et vous n'arriverez jamais à le saisir, à l'embrasser dans sa totalité. Donc, lui donner un sens global et l'ordonner globalement, je pense que c'est une entreprise un petit peu vaine. En revanche, vagabonder, voyager, des valeurs chères au XVIIIe siècle d'ailleurs, être un peu un aventurier de la pensée, ça c'est une perspective qui est extraordinaire. Merci. Alors ça tombe bien parce que nous avons encore un peu de temps pour poser des questions. Donc voilà, si vous avez une interrogation, une remarque, vous pouvez vous lever. Il faut essayer de parler très fort pour être entendu, sinon on vous passera le micro. On a un micro HS. Voilà, s'il vous plaît, voilà, levez-vous et puis posez. Voilà, il y a un micro. On va passer le micro. Merci Eric. Je me lève, je ne monterai pas très haut, mais je crois beaucoup à au temps, à la constance du temps. Et vous l'avez exprimé. J'ai beaucoup de choses qui m'ont parlé. Pour moi, cette constance du temps, et si en maçonnerie vous êtes capable de le vivre de la même manière pour des personnes jeunes et pour des personnes vieilles, c'est que vous avez une manière de le considérer comme constant. Et pour moi, il restera constant s'il est en permanence à la même vitesse, en fait, à la même constance que le monde qui nous entoure. Donc à celui de la société. C'est ainsi que vous résolvez, que vous pouvez résoudre la question vis-à-vis de cette innovation galopante. Eh bien, dans vos loges maçonniques, je pense qu'il vous faut innover de la même façon, au même rythme que ce qu'on connaît dans le monde profane. Donc, question, les outils de la maçonnerie, ils ont évolué, si j'ai bien compris. Les outils de l'architecture, les outils manuels, ils sont passés à d'autres outils qui étaient des outils de tout se passe dans le secret, tout se passe en verbal. Ils sont passés à ce qui est de l'écrit. Donc, ils ont suivi les méthodes de communication du monde extérieur. Maintenant, il y a une composante qui me manque beaucoup dans cette rapidité. C'est le visuel. C'est le visuel parce que dans une image, vous exprimez beaucoup plus. Vous exprimez cette rapidité, vous l'exprimez d'une façon juste dans une image. Et puis, on est passé de l'image, d'ailleurs, au film et au mouvant. Est-ce que vos méthodes de travail entre vous vous y prêtent ? Voilà, alors comment répondre aux défis d'innovation dans une société traditionnelle ou faite de traditions comme la franc-maçonnerie ? C'est une question ouverte et c'est une réponse ouverte. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, certaines d'entre vous ont lu l'ouvrage de Michel Serres, Petite Poussette, qui nous montre que Petite Poussette, c'est par référence au pouce utilisé sur le portable pour utiliser tous les outils numériques.
Et ce que soutient Michel Serres, au-delà de l'idée que l'avenir, de toute façon, sera différent et qu'on ne sait pas s'il sera meilleur ou pire, mais qu'il sera différent, c'est l'idée qu'il y a une transformation déjà de l'humain qui est à l'œuvre. Quelque part, déjà, on a une nouvelle manière de penser, de se structurer, de comprendre. On a un autre rapport au réel. Et si la maçonnerie souhaite poursuivre dans sa voie d'émancipation et d'acquisition d'autonomie, elle ne peut pas faire abstraction de l'émergence de cette nouvelle manière de penser. Et elle doit s'y intéresser, elle doit l'appréhender. Alors, est-ce qu'elle doit l'appréhender en modifiant ses propres outils? Je n'irai pas jusque-là, je n'ai pas forcément d'avis sur cette question. Mais en tout cas, elle doit considérer cette évolution qui est une évolution d'ordre de notre nature. Les hommes et les femmes ne pensent pas tout à fait aujourd'hui de la même manière qu'au XVIIIe siècle, et peut-être que demain, même si on n'est pas forcément, on ne se voit pas greffer des puces ou on n'est pas forcément augmenté, rien que l'utilisation des nouveaux outils technologiques modifie notre façon de penser, modifie notre relation au savoir et aux autres, et ça, il me semble que la maçonnerie doit le considérer, sinon elle pourrait être effectivement un petit peu trop en marge et trop en retrait. Moi, je rajouterais juste que, certes, elle doit le considérer, mais j'ai tendance à penser que les outils de base, si l'on peut dire, de la franc-maçonnerie, ceux que nous utilisons dans notre travail symbolique, sont de nature à pouvoir nous aider à décrypter ces nouveaux outils. Je n'imagine pas qu'on fasse rentrer de nouveaux outils et qu'on crée, je ne sais pas, symbolique de l'ordinateur ou du téléphone portable. Mais c'est justement ces outils symboliques avec lesquels nous travaillons qui sont, je pense, de nature à nous permettre de mieux comprendre à la fois ces nouveaux outils et également et surtout la façon de penser des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans la mesure où cela est possible, bien sûr, d'y arriver. Alors, je voudrais juste donner un élément d'information qui renvoie à un débat que nous avons eu hier, où on s'interrogeait sur l'avenir de la franc-maçonnerie. Alors, évidemment, on a demandé à 2 historiens dont j'étais, j'ai répondu que c'était le tabou absolu, qu'un historien ne peut pas parler de l'avenir, mais qu'on peut l'y obliger quand même. Simplement, ce qu'on a indiqué, c'est qu'il y avait certainement un enjeu important dans la communication. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de changer la nature de la franc-maçonnerie et ses méthodes, mais de mieux communiquer pour mieux les faire comprendre. Et on peut simplement donner un exemple qui est très frappant, c'est qu'on pourrait considérer que la Grande Loge Unie d'Angleterre est l'incarnation absolue de la maçonnerie immuable, dans la tradition avec un T majuscule et en caractère gras. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui sur Netflix voir en 6 épisodes une série qui a été entièrement financée et réalisée par la Grande Loge Unie d'Angleterre et qui s'appelle Inside the Freemasons, donc parmi les francs-maçons, au milieu des francs-maçons, et qui ouvre absolument tout pour, en quelque sorte, démystifier la franc-maçonnerie aux yeux des francs-maçons anglais. C'est quand même assez hallucinant que l'institution maçonnique qui est repérée dans le monde comme la plus figée, la plus massive, la plus monolithique, la plus dinosaurienne, a décidé de faire ce que même aucune obédience maçonnique française n'a encore décidé de faire. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu dans la communication et que là, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas maintenant qu'on va régler ça, que la réflexion, même dans la maçonnerie française, soit vraiment aboutie sur les choix qu'il faut faire dans ce domaine. D'autres questions ? Oui, merci. Je voulais simplement poser la question pour savoir si le temps maçonnique n'est pas un temps en fait de protection, un temps où l'individu, surtout aujourd'hui, peut se libérer de ses contraintes et donc une forme de libération. N'est-ce pas là l'avenir de la franc-maçonnerie, puisque le temps est de plus en plus difficile à contrôler et sa forme permet vraiment à l'individu de pouvoir se révéler et de découvrir sur le plan horizontal les différences qui peuvent exister dans le monde et la société. Voilà, la maçonnerie est-elle un abri contre les vicissitudes
Bonjour, monsieur. J'ai principalement une question pour monsieur Édouard Abran. Vous avez parlé de doute, mais est-ce que de douter de plein de choses, mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? On pourrait très vite tomber dans le scepticisme. Voilà ma question. Pas du tout. Enfin, je ne voulais absolument pas considérer le doute comme étant une piste sur une approche sceptique, c'est-à-dire au sens où dire que le réel, ou en tout cas qu'une réalité n'existe pas, c'est pas le propos. Au contraire, quand je disais que les maçons s'inscrivent ici et maintenant, c'est qu'ils acceptent l'existence de cette réalité. Et que l'objet de leur action, de leur travail, c'est précisément d'essayer de modifier, de transformer, en tout cas après l'avoir explorée, de transformer cette réalité. Mais c'est une méthode presque expérimentale qui est à travers nos quêtes, nos outils, nos travaux, une autre façon de considérer le monde, mais ce n'est pas une manière de le nier. Ce n'est pas une manière de dire que le monde n'existe pas, que le réel n'existe pas. C'est une manière de nous dire notre perception du monde était peut-être ou est peut-être biaisée par notre donnée, par notre métier, par notre vécu, par nos idées reçues, par nos préjugés. Et donc de mettre à distance tous ces préjugés pour essayer d'aborder l'existence d'un monde dont on sait qu'il est là, dont on sait qu'il est présent, pour mieux l'appréhender et le transformer. Donc, il n'y a pas d'approche sceptique, il n'y a pas d'approche pessimiste non plus. Je fais bien la différence entre les deux, parce que même si nous sommes inquiets pour l'avenir, et c'est le propre de tout citoyen engagé qui s'intéresse à son temps, il y a une démarche profondément, je crois, optimiste qui sous-tend notre action. Mais un optimisme de volonté, qui est de dire il n'y a pas 36 manières d'arranger et de transformer. C'est en partant du principe que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'il ne faut pas, là je me tourne peut-être vers l'historien, il ne faut pas voir un âge d'or de la maçonnerie dans le passé. L'âge d'or, il est à venir, il est à écrire maintenant. C'est pas parce que de grandes choses et de grandes heures ont été vécues qu'on doit se contenter de répéter, d'imiter ou de rechercher, un peu comme le faisaient les Romains, cet âge d'or. On doit se projeter résolument vers un avenir. Alors se projeter, et ça rejoint la première question, est-ce que la maçonnerie peut être un refuge ou un endroit... Alors c'est une respiration. Ça c'est certain, c'est une respiration, mais ça n'est pas une tour d'ivoire. Ça n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un repli du monde pour se protéger des errances du monde. C'est pour nous-mêmes créer les conditions de notre propre émancipation, et en fait ça renvoie à ce que disait Kant, c'est-à-dire sortir de l'état de minorité dans lequel nous sommes maintenus. Ça veut dire que c'est la lucidité pour après se projeter de nouveau dans le monde et y retourner. Donc c'est forcément une respiration. Ça ne peut pas être un refuge durable. Mais je comprends tout à fait la question de mon ami. Sur la question du refuge, je voudrais juste apporter un élément complémentaire qui revient souvent, nous, dans les échanges que nous avons avec notamment les femmes, enfin essentiellement bien sûr pour nous les femmes, lorsqu'elles souhaitent entrer en maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce n'est pas un refuge, c'est un temps pour soi. Et notamment pour des femmes qui font la démarche. Ce n'est pas si évident que ça. Je crois qu'il faut dépasser, quand une femme veut entrer en maçonnerie, il faut qu'elle dépasse ce qu'elle a encore quelquefois, même de nos jours, c'est un certain sentiment de culpabilité à abandonner pendant quelques heures régulièrement sa famille, son foyer. Alors c'était très, très terre à terre ce que je vous dis là, mais c'est vraiment profondément vécu. Arriver à se dire qu'on ne culpabilise pas parce qu'on va laisser la famille se débrouiller toute seule pendant 3 heures, 2 fois par mois,
C'est pas si évident que ça. Et ce temps-là, c'est extrêmement précieux de pouvoir le prendre. Alors, c'est pas un refuge, c'est vraiment au contraire un endroit où on peut se construire et où il faut savoir aller et se construire sans remords, sans regret, et vraiment en oubliant le reste et en se disant qu'on se consacre à sa personne et à sa spiritualité. Bien, eh bien, écoutez, le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Donc, nous remercions nos participants. Et je vais laisser Éric Algrin vous donner quelques informations sur la suite très importante du programme de ce matin. Merci Roger Daché, merci à nos intervenants, et donc plus particulièrement à Édouard Abran et puis Marie-Claude Carvela.